Salut à tous, j'espère que vous allez même si on est déjà le 21 juillet, ça passe beaucoup trop vite. Mais dites-nous, est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis quelque part? Est-ce qu'il y en a qui s'apprêtent à partir quelque part? Racontez-nous un petit peu vos plans là dans le chat avant de commencer dans le vif du sujet. C'est un plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver et aujourd'hui pour un live hyper particulier, donc quand tu n'as pas de solution à la rentrée. Comme vous le savez, pendant tout l'été, on vous propose des challenges, des animations, du gaming sur Discord et sur Twitch. D'ailleurs, si vous ne faites toujours pas partie de la communauté Discord, on vous met le lien dans le chat, pardon, le chat. Rejoignez-nous et vous pourrez découvrir donc le programme de fin juillet et tout le programme d'animation d'août. Vous savez aussi que cet été, ça nous a tenu à cœur de vous accompagner dans la préparation de la rentrée de septembre. Et justement, aujourd'hui, on avait envie de s'adresser à celles et ceux qui n'ont pas décroché leur bac ou qui, pour X ou Y raison, ont arrêté les études ou ont décidé de ne pas les poursuivre à la rentrée. Et sachez que c'est carrément OK de ne pas poursuivre ses études parce qu'elles ne constituent pas la seule voie pour réussir sa vie et pour construire son projet professionnel. Et on voulait justement vous faire part ce soir de quelques alternatives aux études pour se lancer plus rapidement dans la vie et pour décrocher son premier emploi et recevoir sa première paye. Donc, il y a trouver un taf, trouver une alternance, créer son activité, partir à l'étranger, se reconvertir ou simplement prendre du temps pour se poser et réfléchir à son avenir, c'est ce dont nos invités vont vous parler aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous fais un petit tour de table, comme d'habitude, vous le connaissez celui-ci, rapide. On a Maude qui est juste au-dessus de moi, qui est créatrice de contenu. Elle a fait des super vidéos sur YouTube sur justement son expérience de service civique qu'elle a réalisé dans une école maternelle et une école primaire. Donc, elle vient de le terminer, son service civique, donc elle va pouvoir nous raconter toute son histoire, comment, pourquoi elle a décidé de faire un service civique, en quoi ça consiste, et si son expérience s'est bien passée ou pas. Il y a également Lucie dans ma diagonale, qui était surveillante dans un lycée et qui aujourd'hui est maraîchère en formation. Donc c'est un pivot professionnel exceptionnel, ça s'appelle une reconversion professionnelle et Lucie a un parcours atypique, elle a réalisé des stages et elle va nous parler justement de sa réflexion et comment elle a fait pour décider de changer de vie. Et elle a fait notamment appel au service d'une mission locale. Et pour parler de cette alternative de la mission locale, j'ai Stéphanie juste à côté de moi, qui est conseillère dans une mission locale, et pas n'importe laquelle, parce que c'est nos poteaux. C'est la mission locale du Pays Messin. Si vous ne savez pas où elle se trouve, c'est du côté de Metz, mais ne vous inquiétez pas, des missions locales, il y en a partout en France. Mais on voulait avoir Stéphanie avec nous pour qu'elle puisse vous parler justement de la mission locale, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi Lucie est passée par là pour son projet professionnel. Voilà. Sans plus tarder, je vous propose de commencer le live du jour avec, comme la semaine dernière, une petite histoire qu'on va parcourir tout au long du live. Et la petite histoire ce soir, c'est comme d'habitude aussi celle de Charlie. Mais cette fois-ci, Charlie a trouvé un logement. Mais non, ce n'est pas ça ce soir. Aujourd'hui, Charlie ne se sent pas très à l'aise dans les études. C'est pas vraiment fait pour lui. Il le sait finalement depuis toujours. Il se pose un tas de questions. Est-ce que les études, ça représente la seule voie qu'il peut emprunter pour réussir sa vie? Est-ce qu'il existe des alternatives? Il se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, Charlie, parce qu'il vit justement ce rapport aux études qu'il n'a pas comme un échec. Et on va essayer de l'aider déjà en début de soirée. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, Lucie, pour commencer, c'est est-ce que selon toi, les études supérieures, c'est quelque chose d'essentiel pour construire son projet professionnel et trouver un emploi? Aujourd'hui, je dirais que non, mais il est évident qu'à la sortie du lycée, pour moi, c'était, l'unique voie et c'était presque par dépit, peu importe dans quoi je m'orientais, il fallait faire des études pour avoir, un métier qui me plairait idéalement. Mais je me suis jamais vraiment, aventurée, ailleurs.
que dans cette voie, des études et universitaires notamment. OK. Et est-ce que pour toi, Maud, c'est normal de pas aimer les études? Est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est pas du tout un problème et ça fait appel aussi à mon ressenti personnel. Mmh. Je crois que je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que, de quelle voie j'allais prendre, plus tard et je trouve qu'il y a des choses, voilà, qu'on met pas suffisamment sur le tapis et le fait de pas aimer soit le côté très scolaire, soit simplement le fait d'étudier des choses qui sont très théoriques, hem, en fait, ça devrait être beaucoup plus généralisé. Il y a d'autres moyens d'apprentissage. On fonctionne tous différemment, Mmh. donc on n'a pas forcément besoin de réaliser, de longues ou de courtes études pour avoir de la valeur, en fait et on peut trouver d'autres moyens. Ouais, 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 bah, c'est vrai qu'en fait, depuis, en fait, le début un peu même du collège, voire du lycée, on nous pousse absolument à trouver une voie, dans les études supérieures. Ceux, qui, sont passés par, le lycée savent, Parcoursup, savent la pression du bac et cetera et quand on veut, emprunter un chemin qui n'est pas, la voie générale et pas la voie des études supérieures, on se sent tout de suite un peu différent et pas, déjà que l'orientation, c'est un souci, quand on est dans la voie générale. Alors quand on veut pas suivre les études, c'est vrai que ça peut être hyper stigmatisant et qu'on peut pas forcément trouver, toutes les réponses à ces questions et on se sent complètement perdu. Toi, pour toi, Stéphanie, est-ce que arrêter ses études pour un projet différent, c'est quelque chose de dangereux dans une carrière? Alors, non, pour moi, c'est pas quelque chose de dangereux. Au contraire, je pense que toutes les expériences sont bonnes à vivre, même si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix. Et il y a toujours le moyen, soit par l'alternance, soit par des formations financées, soit en se faisant aussi accompagner, de rebondir sur quelque chose et peut-être que le parcours qu'on a eu va nous servir à avancer, mais sur une autre voie. Donc, il y a beaucoup de jeunes, nous, que l'on reçoit à la mission locale, qui ont peut-être parfois été poussés vers des études ou qui n'ont pas fait le bon choix d'études et ils se retrouvent quelques années après. Alors, ils ont passé un bac et puis ils ont fait un BTS, mais ça ne leur plaît pas du tout. Et ils le vivent comme un échec. Sauf que ce qu'ils ont déjà acquis va aussi leur permettre d'avancer, leur ouvrir des portes parce que pour certains métiers, il faut quand même avoir au minimum le bac parfois. Et du coup, rien n'est perdu. Donc, ce n'est pas dangereux d'arrêter ses études. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné, si on le fait, c'est le faire de façon intelligente et ne pas rester chez soi et se faire accompagner pour trouver vraiment ce qui va nous plaire et peut-être reprendre des études, peut-être partir sur une formation, voir avec les compétences transverses que l'on a déjà acquises sur un parcours ou professionnel ou scolaire. Donc non, ce n'est pas un danger. Il y aura toujours la possibilité de refaire une formation. Moi, pour ma part, par exemple, le parcours que j'ai suivi ne me plaisait pas forcément. J'ai un BTS en secrétaire de direction, mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce domaine-là et à l'âge de 33 ans, je me suis dit: «Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire» et du coup, j'ai repris des études. Donc quand on le veut finalement, on arrive quand même à trouver sa voie, mais c'est Mmh. pas un échec et ni dangereux. Ouais, 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 tout à fait, je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai qu'on ne nie pas le fait que c'est difficile de se poser ces questions-là, surtout quand on est jeune, qu'on vit ça la plupart du temps comme un échec parce que c'est ce qu'on nous fait ressentir aussi, malheureusement. Mais comme l'a dit Stéphanie, il y a des organismes et des personnes bienveillantes qui peuvent vous aider et qui peuvent répondre à vos questions et à vous accompagner. Donc, vous savez que nous, chez Hello Charlie, c'est notre vocation qu'on a créé notre communauté Discord, évidemment, et en particulier pour ceux et celles qui sont complètement perdus, complètement paumés dans leur orientation. Et on a créé une ambiance et un écosystème bienveillant pour que vous puissiez répondre, qu'on puisse répondre à vos questions et que vous puissiez les poser librement. On ne vous jugera pas. Et il y a d'autres organismes, justement comme la mission locale,
Tu l'as parfaitement introduit, Stéphanie. Les missions locales, vous pouvez en trouver partout. Il vous suffit de taper mission locale dans votre moteur de recherche. Et je pense que la géolocalisation fait que vous tombez sur le site internet de la mission locale la plus proche de chez vous. Mais finalement, Stéphanie, c'est quoi une mission locale avant de se lancer comme ça dans une recherche sur un moteur de recherche, les yeux fermés? Alors, la mission locale, en fait, on est une structure qui accueille les jeunes de 16 à 26 ans moins un jour, qui ont soit tout un tas de problématiques. Alors, ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être évidemment l'orientation, la formation, l'emploi. Bien souvent, les jeunes pensent aux missions locales, c'est emploi-formation. C'est pas que ça. Nous, on va être là pour vous écouter, pour répondre à vos besoins et vous proposer des actions pour lesquelles vous allez pouvoir avancer. Bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement. Nous, on travaille avec différents partenaires, donc ce n'est pas forcément le conseiller mission locale qui va vous apporter la solution. Mais on aura un partenaire extérieur ou en interne. Alors nous, par rapport à notre fonctionnement à la mission locale, hein, on fonctionne tous différemment, on a tous des actions différentes sur les territoires. Mais c'est vrai que pour le coup, n'hésitez pas à venir nous voir, même sur des choses où vous êtes en conflit avec vos parents, ça va pas bien, il y a des problèmes financiers, vous êtes perdu, vous aurez toujours une écoute à la mission locale et en tout cas, on sera là pour vous aider. Il y a aussi des aides financières. Donc ça, c'est quand même pas négligeable parce que c'est vrai que vous êtes ou déscolarisé, vous n'avez jamais travaillé, c'est pas toujours évident. Et pour le coup, on va essayer, nous, de répondre vraiment à vos besoins sur tout un panel que l'on peut vous proposer à la mission locale. Ok, donc justement, tu en as parlé rapidement. C'est fait pour qui la mission locale? Tu as parlé de jeunes qui sont déscolarisés, donc quand vous n'êtes plus à l'école. Est-ce qu'il y a des profils plus particuliers? Il faut avoir un âge requis, par Alors, exemple? 16 ans. Ça, Minimum. il faut minimum 16 ans et le maximum, c'est 26 ans moins un jour. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, parce que quand je dis 25 ans, des fois on me dit ah bah oui, mais j'ai eu 25 ans. Oui, mais vous pouvez toujours venir. C'est vraiment 26 ans moins un jour. On n'a pas de profil type. On va avoir tout profil. Ça peut être sans diplôme. On a du bac+5. On va vraiment accompagner et on a, comme je l'ai dit, en interne ou en externe, des partenaires qui sont plus à même d'accompagner sur certains profils. C'est sûr que si vous avez, ça c'est assez rare parce qu'en général, il y a de l'emploi rapidement, mais si vous avez un master, master 2, c'est vrai qu'on va avoir un partenaire où on va vous orienter et il gère spécifiquement le public profil bac+2, bac+5. Après, on a aussi de l'accompagnement sur du CAP ou des jeunes qui ne sont pas du tout diplômés. Là aussi, on a des dispositifs qui vont vous permettre d'avoir le meilleur accompagnement, ou en interne ou en externe. Et le fait d'être inscrit mission locale et d'entrer dans un accompagnement PACEA va vous permettre d'avoir tous les dispositifs de la mission locale et des aides financières. Ouais. On peut également accueillir des jeunes qui sont scolarisés, sauf que on vous renseignera toujours sur les mêmes thématiques dont je vous ai parlé, mais on ne pourra pas vous obtenir des aides financières. Voilà. Okay. Il y a certains dispositifs, certaines actions que l'on ne pourra pas vous proposer. Super. Donc, pour résumer, la mission locale, vous pouvez la solliciter pour parler de votre orientation, notamment trouver un emploi, et vous pouvez accompagner les jeunes dans la recherche de l'emploi, depuis la création du CV, la formulation des motivations, jusqu'à l'entretien d'embauche. Et j'imagine que vous les suivez aussi tout au long du processus aussi de la recherche d'un emploi. Tout à fait. Et on accompagne aussi sur des job dating que l'on fait en interne à la mission locale avec des agences intérim, avec la cellule de recrutement. Bon, ça, c'est après, nous, c'est en interne. Donc, je ne sais pas si toutes les missions locales ont le même fonctionnement. Mais effectivement, on va accompagner le jeune de la présentation, enfin le CV, l'aide de motivation, présentation, même l'habillement. On va le rassurer et on va le proposer en candidature à nos partenaires d'entreprise.
Ouais, donc ça, c'est un super bon plan pour trouver un emploi rapidement. Et je sais que c'est des choses qu'on n'apprend jamais avant les études supérieures et même pendant les études supérieures, savoir se valoriser, écrire ses motivations, être préparé à un entretien d'embauche. La mission locale vous propose des solutions hyper concrètes pour vous lancer dans la vie. Donc, trouver un emploi, trouver un logement aussi. Vous avez des dispositifs pour accompagner les jeunes là-dedans. Donc, toutes ces démarches administratives assez reloues. On vous en a parlé la semaine dernière. Si jamais c'est un live qui peut vous intéresser, il est sur notre chaîne YouTube. Voilà, on vous a donné plein d'astuces pour trouver un logement quand on est étudiant, mais la mission locale vous accompagne vraiment encore plus dans cette recherche-là. Et puis, si vous êtes éligible, la mission locale vous donne aussi l'accès à des aides financières. C'est ça. Ok, ça marche. Maintenant, de l'autre côté, on a la chance d'avoir Lucie qui a été accompagnée justement par Stéphanie, qui est passée par la case de la mission locale. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Lucie. Toi qui as fait une reconversion, pourquoi tu as atterri dans une mission locale? Eh ben, c'était un petit peu la carte de la dernière chance parce que j'ai décidé d'aller à la mission locale la veille de mes 25 ans parce que, comme le disait Stéphanie, je pensais que c'était jusque 25 ans. Et je me suis dit, il est temps que je prenne mon orientation en main. Et c'est dit comme ça a l'air évident. Et finalement, quand j'ai voulu le faire toute seule, j'ai pas forcément réussi. Je savais pas, il y avait un blocage chez moi où j'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais faire. Alors que finalement, quand j'ai pris rendez-vous à la mission locale, il s'est avéré que le fait de parler à quelqu'un qui m'écoutait et qui avait l'air d'avoir confiance en moi et mes projets, et ben, le mot maraîchage est sorti de lui-même. Et j'ai exprimé très rapidement une envie, un besoin de travailler en pleine nature. Mais comme on le disait plus tôt, c'était pas évident juste à assumer vis-à-vis de moi-même, de me dire que j'avais fait une licence, que j'étais pas mauvaise à l'école et que finalement, non, moi, ce que je voulais, c'était travailler le sol, apprendre à reconnaître des plantes ou des insectes, parce que c'était pas du tout dans mon domaine. Donc je me suis tournée vers la mission locale et qui m'a vraiment accompagnée, au-delà de l'orientation, ça a vraiment été un accompagnement, peut-être pas psychologique non plus, mais en tout cas, presque de renforcement presque mental où on m'a dit: «Tu peux le faire» et aujourd'hui, c'est évident. Enfin, si tu veux le faire, il faut t'en donner les moyens et tu peux le faire. Enfin, il y a plus d'obstacles, quoi. Hmm. Et ce déclic-là de tourner vers une mission locale, on t'en a parlé de la mission locale, comment tu as atterri là-dedans? Ben, on m'en a jamais vraiment parlé parce que moi-même, j'avais jamais, évoqué une réorientation, quelque chose comme ça. J'étais pas malheureuse en tant que surveillante, hein, ça me plaisait, hein, les choses se passaient bien. Mais D'accord. j'avais entendu parler de missions locales, au cours de conversations, mais qui ne me concernaient pas du tout. Et c'est là où, en effet, j'ai fait la recherche, dont tu parlais sur Google, mission Mm. locale, Metz et c'est comme ça que j'ai découvert, la mission locale. Et cet attrait pour la nature, tu le savais au fond de toi. Qu'est-ce que tu voulais Mmh. faire en fait petite? Mais alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que Ouais, petite, j'ai voulu faire plein de choses, hein. Mais, encore, il y a 2 ans, alors c'était pas septembre là, septembre dernier, septembre, 2019, mm, j'étais en master MEF encadrement éducatif. Enfin, je voulais faire tellement de choses et à chaque fois je butais parce que je pense j'avais très peu confiance en moi et du coup, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à aller au bout parce que très vite je me décourageais et hem je pense que la nature, c'était quelque chose que j'avais un peu en veille, hein, dans un coin de la tête et j'osais pas forcément en parler parce que, c'était comme je le disais, c'est pas du tout mon domaine et ça fait peur de s'orienter dans quelque chose, qu'on ne connaît pas. Il va falloir s'intégrer dans un corps de métier aussi, là, c'est en l'occurrence, c'est dans l'agriculture. Devenir, agricultrice, c'est pas rien et c'était effrayant.
Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit ça réconforte d'avoir des gens à l'écoute, c'est sûr. C'est précieux d'avoir des personnes à l'écoute et qui sont capables aussi de vous faire accoucher de certaines idées qui sont enfouies ou alors que vous n'osez peut-être pas aborder. Est-ce que vous vivez ça peut-être aussi comme un échec dans la reconversion? On se dit, bon sang, on a passé tellement de temps dans cette voie-là qui me semblait me correspondre et comme tu disais, tu n'étais pas forcément malheureuse. Mais des personnes qui sont capables d'opérer ce déclic au fond de vous, c'est vrai que c'est assez précieux. Et toi, Maude, je sais aussi que donc toi, tu as fait un service civique dans une école primaire maternelle, je le rappelle. Est-ce que c'était le plan de base? Alors, pas du tout. Le plan de base, c'était simplement, comme toutes les autres générations avant moi, d'être diplômée, d'ensuite trouver un travail vraiment rapidement. En plus, on nous a toujours vanté les mérites des études que j'ai faites dans le domaine du marketing, de la communication. C'était vraiment, bon, ben, ça se fait tout seul. Et en fait, avec la situation sanitaire, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc, j'ai un peu tâté à droite, à gauche. J'ai envoyé des candidatures donc en septembre 2020 quand j'ai été diplômée, sans grand résultat, vraiment sans résultat du tout. Et je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je trouve autre chose. J'avais déjà entendu parler du service civique, mais pour moi, c'était vraiment un truc qui n'était pas fait spécialement pour mon profil. Enfin, je pensais plus que c'était là aussi des personnes qui avaient décroché du système scolaire ou qui se cherchaient. Moi, je me considérais pas comme ça. Je me disais, j'ai fait 5 ans d'études supérieures, je sais où je vais, je sais quelle est ma voie. Et donc, je pensais vraiment pas que c'était quelque chose que je pouvais faire. Et puis, vraiment par hasard, je suis tombée sur une offre de service civique et je me suis dit que entre ça et chercher pendant 2, 6, 8 mois, 1 an un travail et m'éreinter et me démotiver aussi parce que enfin, j'y ai passé quand même quelques semaines et c'est d'échec en échec en échec et de refus en refus en refus. Donc, je me suis dit, bon, moi, un service civique, ce sera très bien. Ça permet d'avoir une petite indemnité aussi, donc c'est pas négligeable, surtout quand on peut faire un petit peu d'argent à côté. Et en fait, là, donc c'était dans une école primaire et maternelle. Et je me suis rendu compte que c'est un domaine qui m'avait toujours un petit peu intéressée, que j'avais toujours eu là aussi un peu dans un coin de ma tête sans vraiment me l'avouer. Et en fait, je suis tombée sur le bon plan, même si c'était pas du tout ça qui était prévu à la base. Et donc justement, tu as parlé pas mal de service civique. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus ce que c'est un service civique? C'est quoi la différence avec un contrat, avec un contrat, j'entends CDD, CDI, ou avec un stage ou une alternance? C'est quoi la spécificité du service civique? Alors du coup, le service civique, c'est vraiment un contrat d'engagement. Ça ne dépend pas du code du travail, c'est vraiment quelque chose à part. On travaille en fait pour l'agence, enfin pour l'agence. On est sous l'agence du service civique et on travaille au sein d'associations, d'institutions, pas dans des entreprises classiques. C'est vraiment l'éducation nationale, des services de clubs de sport, des associations culturelles, des associations de plein de genres. Et on doit réaliser une mission, on a un but dans cette mission. On peut trouver toutes les offres sur le site du service civique. Il y a énormément d'offres en ce moment, donc ça peut valoir le coup de regarder. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter pas du tout de compétences ou de connaissances, puisqu'on peut y entrer, on peut faire ça sans diplôme. Il n'y a aucun diplôme requis, donc ça, c'est pour ça que c'est fait pour vraiment tout le monde. Mhm. Et l'idée, c'est juste d'apporter un petit peu de son temps, entre 6 et 12 mois, à une association qui veut développer un projet, par exemple travailler dans une école primaire pour accompagner les enseignants avec des petits groupes comme moi j'ai pu le faire, mais ça peut être aussi être dans un club de rugby. Il y avait une jeune fille qui travaillait avec l'école et elle s'occupait du club de rugby et elle faisait des enseignements dans les écoles des environs. Voilà, il y a plein de possibilités. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir être accompagné par l'agence du service civique, mais aussi l'équipe d'encadrement du milieu où on est. Moi, ça, par exemple, c'était par les enseignantes de mon équipe qui vont un petit peu chercher à savoir quel est mon parcours, ce que j'aimerais bien faire, un petit peu d'accompagnement aussi sur les projets futurs parce que même si moi, je savais à peu près où je voulais aller, j'avais quand même ce doute et ça peut être très utile pour des gens qui se retrouveraient là un petit peu aussi par hasard entre 2 années d'études, pour une année de séjour, une année sabbatique, après le bac, etc. Donc, il y a vraiment cette idée d'accompagnement aussi
en fait un peu immatériel et moral aussi, comme disait Lucie, qui est vraiment super important parce qu'on peut Ouais. parler pour le coup à quelqu'un sans aucun jugement de tous nos doutes, de nos peurs, et c'est ni nos parents ni nos enseignants qui nous connaissent parfaitement, et on peut expliquer voilà, qui on est, et je pense que ces personnes-là savent aussi reconnaître en nous, comme je pense Stéphanie, ce qui sort en fait et ce dont on ne se rend pas forcément compte, et ce qu'on aimerait bien faire en fait. Et donc, écoutez, super bon plan service civique. Donc, effectivement, expérience hyper enrichissante, surtout quand vous avez un trou dans votre planning, quoi. Voilà, c'est hyper cool de faire ça. Vous apprenez plein de choses. Tu as dit quelque chose, Maud, sur lequel j'ai envie de rebondir et de poser une question à Lucie par rapport à ça. La place des parents, justement, dans le choix de la reconversion. C'était quoi, toi, ou tes proches? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a bloqué ou au contraire qui t'a encouragé à changer de voie? Eh ben, je sais pas, on m'a pas bloquée, on m'a pas ouvertement encouragée, c'était plus, enfin, j'ai ressenti une forme de lassitude, en fait, de me voir enchaîner les premières années, d'amorcer toujours quelque chose et ne jamais poursuivre, et c'est vrai que quand j'ai commencé cette réorientation, je me suis beaucoup mis la pression toute seule en me disant, «Il y a plus de plan B, c'est ton unique plan et tu n'as pas d'autre choix que de réussir». Parce que j'avais l'impression que c'était, aussi important pour mes proches que pour moi. Mmh. Bien évidemment, aujourd'hui, les choses ont bien évolué parce que moi, je me sens à ma place. Donc je dois avouer qu'aujourd'hui, l'avis de mes proches, sur ce que je fais, bon, c'est toujours très intéressant d'en parler parce que c'est un milieu où on qu'on dont on ne parle pas vraiment dans ma famille, comment on Ouais. consomme, qu'est-ce qu'on consomme, c'est pas un sujet qui est souvent, abordé. Donc quand, on en parle, c'est génial pour moi, mais mais en fait, il y a plus de pression, il y a plus d'attente, il y a plus rien. Je me sens vraiment, délivrée, on va dire, de toutes ces petites pressions OK. qui je pense pas que c'était négatif de base, en tout cas de leur part, mais ça l'est devenu, au fur et à mesure, des années après le bac, on va dire. Mmh. Stéphanie, c'est quelque chose que tu rencontres, toi, souvent de la part des jeunes, des blocages des parents ou des proches? Oui, oui, souvent ils osent pas dire parce qu'ils ont fait un parcours, finalement un petit peu ils ont été poussés ou ils se sont sentis contraints, et un peu comme le dit, Lucie, c'est vrai que quand tu as, un diplôme et puis que finalement tu veux repartir sur autre chose qui n'a rien à voir, bah, des fois les jeunes ont peur de décevoir, donc ils en parlent pas, ou alors ils ont peur tout court et ils vont se confier, à nous, et c'est vrai que bon, après ça se travaille, hein. Je veux dire, Lucie, quand on s'est rencontrés, elle était dans le doute, elle avait peur. En plus, tout dépend aussi de la situation. Il ne faut pas oublier Bien que sûr. entre une jeune fille ou un jeune homme qui est encore chez ses parents ou quelqu'un qui est en autonomie, il y a tout un aspect financier, psychologique qui intervient derrière. Alors oui, on rencontre beaucoup de jeunes qui ont des doutes, des peurs, et qui sont parfois bloqués par les parents, parce Mmh. que les parents aussi ont payé des études parfois, et ils se disent mais c'est bon quoi, nous on a fait notre part, maintenant tu vas travailler, ou et ça c'est un peu compliqué. Alors bon, on essaye un petit peu de dédramatiser. Moi, ben, pour ma part, c'est le jeune homme ou la jeune fille que j'ai en face de moi que je dois accompagner et pas ses parents. Mais après, si il faut échanger avec les parents, il y a aucun souci pour moi. Je pense Mmh. qu'avec Lucie, ça a été un petit peu le cas parce que Lucie était vraiment dans beaucoup de doutes, et puis là, c'était un virage, ouh là là, à 1000 et au-delà de la reconversion, il y avait sa vie personnelle Mmh. aussi. Bien Hein, sûr. Lucie, je pense que je me trompe pas là-dessus. Non, 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 oui, On oui. a Vous avez mûri tout ça, on a mûri ensemble votre projet, on a pris du temps. Donc c'est vrai que là aussi, moi sur mon atelier d'orientation, j'ai cette liberté de pouvoir prendre du temps
avec les jeunes que j'accompagne. Et c'est super important parce que le temps d'accepter plein de choses, le temps aussi de dire à ses parents, ben voilà, j'ai travaillé un projet, regarde ce que je peux faire, d'aller en stage et de montrer, de dire, ben voilà ce qui est possible pour moi maintenant. Ça permet de rassurer aussi quelque part la famille et d'avoir un petit peu moins de freins. Alors, je ne sais pas si pour Lucie, ça a été comme ça, mais je sais qu'avec Lucie, on a travaillé vraiment, on va dire fortement toutes les deux. Et Lucie, à un moment donné, elle s'est lancée et puis elle s'est dit, bah voilà, hop, j'y vais, c'est ça, je le veux, je le souhaite, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Et franchement, bah, moi, aujourd'hui, je suis très, très fière du parcours de Lucie, en tout cas, ça, c'est certain. Merci. Mais donc, Merci. Lucie, ça a pris combien de temps, là, ce pivot, l'accompagnement pour toi, la mission locale, tout ça, cette réflexion, ça t'a pris combien de temps? Alors, mon passage à la mission locale, alors je ne sais pas si c'était court ou pas, mais je trouve personnellement que c'est assez court parce que mon premier rendez-vous, c'était, je crois, fin janvier 2020 D'accord. et j'ai fait mon premier stage en sachant qu'il y a eu du coup, le début de la crise, sanitaire, Ouais. hein, donc tout était un peu plus compliqué. Mais mon premier stage, c'était en août 2020. Ok. Donc ça a été très rapide, hein, très, très rapide. Beaucoup de coups de téléphone du coup, parce que pas de rendez-vous, en tête à tête. Mais tout s'est bien goupillé quand même. Il y avait une espèce d'assistance, presque permanente où je contactais régulièrement la mission locale par mail et je savais que j'avais toujours un retour, à chacune de mes questions. Ça, c'est chouette. Oui. Et effectivement, oui, après, est-ce qu'on doit se dire ça prend du temps ou pas? Je suis pas certaine, tu vois. À chacun aussi un peu son rythme. Toi, Maude, ton temps de réflexion, il a duré longtemps avant que tu te lances que tu décides de te lancer sur un service civique? Non, moi, enfin, ça a été vraiment presque du jour au lendemain, en fait. Je me suis dit, Ok. en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais terminé mon stage un petit peu en avance parce que ça s'était mal, mal goupillé là aussi entre le confinement, j'étais en télétravail sur la France et l'Allemagne parce que j'étais en Allemagne à l'origine. D'accord. Ça s'était pas super bien passé, donc je suis revenue vivre chez mes parents. J'ai travaillé sur mon mémoire et j'ai cherché du travail en même temps. Et ça commençait déjà à m'agacer, pour être polie. Je trouvais le temps très très long et je trouvais que c'était pas très agréable non plus. J'avais des copines qui cherchaient depuis quelques mois déjà, qui n'avaient aucune proposition qui correspondait à ce qu'on avait fait, mais même aucune proposition tout court. Et à partir du jour où j'ai vu l'annonce, je crois que ça a été un déclic. Vraiment, je me suis dit, ok, j'y vais, j'envoie, je postule et en 3 jours, j'avais l'entretien et c'était bon, quoi, en fait. Donc, Waouh. j'ai Ok. vraiment là-dessus. Après, voilà, il n'y avait personne qui avait postulé à ce service-là, à ce service civique-là non plus, donc j'ai été prise directement. Mais vraiment, je me suis dit, c'est encore mieux que tout ce que je pouvais imaginer. C'était mieux que de chercher pendant des mois et des mois en faisant rien à part ça, ou d'aller faire un petit boulot qui aurait eu peut-être des horaires pas très agréable ou voilà, où je me serais pas sentie non plus à ma place. Là, c'était l'enseignement. J'ai toujours voulu tester un petit peu. Le contact avec les enfants, c'était chouette aussi. Ouais. Voilà, je me suis dit, c'est bon, je fais ça, je me pose pas plus de questions. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment une bonne option, je trouve, le service civique, parce que comme tu dis, il y a un panel aussi de possibilités dans lequel exercer son service civique et ça peut vous permettre de tester justement des univers et puis vous pouvez extrapoler. Effectivement, tu travailles avec des enfants, mais il y a toute cette dimension sociale de travailler avec l'autre, d'apprendre à être pédagogue. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment valoriser après cette expérience-là et j'imagine que tu en tires aussi ces conclusions. Donc c'est vraiment cool et finalement voilà ça a dû aussi te changer entre la phase des entretiens, d'envoi de CV, t'as pas de réponse et ce truc de t'as une réponse au bout de 3 jours ou un entretien au bout de 3 jours, ça a dû te faire plaisir. Donc ça met du baume au cœur, c'est sympa aussi. Et tu te renseignes sur quoi alors le service civique? Il y a un site?
Alors, il y a un site, je crois que c'est service-civique.com et c'est vraiment très très simple. Il y a toutes les offres qui sont disponibles sur le site, qui sont classées par catégorie. On peut chercher par région. On peut aussi faire des services civiques à l'étranger. Alors, peut-être qu'avec la crise sanitaire, ça a un petit peu chamboulé tout ça. Mais Ouais. normalement, on peut en faire à l'étranger parce qu'il y a toute une partie service civique humanitaire. Donc ça peut être intéressant aussi. Et après, voilà, il faut créer un espace candidat sur le site, remplir des informations, se présenter un petit peu aussi pour expliquer aux potentielles associations ou institutions qui vont dire quel est notre parcours, ce qu'on aimerait bien faire. On peut avoir des priorités et puis on postule à des offres spécifiques et ensuite on attend que ça se fasse tout simplement. Mais normalement, les réponses arrivent assez vite parce que c'est quand même... l'idée, c'est quand même d'apporter de l'aide à quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose, d'occuper ses journées. Donc, généralement, c'est assez rapide. Et donc, est-ce que tu as une rémunération pour le service Oui. civique? Alors, du coup, c'est une indemnisation de 580 € par mois. Donc, on ne paye pas d'impôt là-dessus non plus. C'est cumulable avec aussi, je crois, les APL ou les ALS. Et ça peut aussi, selon les cas, être cumulable avec une bourse étudiante en fonction si, par exemple, le service civique remplace un stage dans le cadre des études. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas suffisant pour en vivre juste de ça. Mais dans le cas où si tu es comme moi et que tu vis encore chez tes parents, du coup, à cause de tout ça, c'est toujours ça de prix. Et tu cotises aussi, il me semble, alors pas pour la retraite, mais enfin, en tout cas, tu restes affilié à ton assurance maladie et à la sécurité sociale, ce qui est super important aussi. Donc, c'est toujours ça de prix, même si c'est évidemment moins qu'un vrai travail, entre guillemets, dans un domaine en particulier. J'ai une personne dans le chat qui me dit, comme le disait Maud, sur le fait des boulots qui ne nous plaisent pas et qui ne nous correspondent pas, c'est ce qu'il ressent, en tout cas la personne qui écrit ça actuellement. Je fais quelques missions d'intérim, mais voyant que ça ne plaît pas, c'est plus ou moins lourd selon les équipes. Effectivement, est-ce que vous voulez réagir à ça, peut-être toi Stéphanie, sur le fait de faire des choses qui ne te plaisent pas? Est-ce qu'il y a un bon côté à faire ça aussi, de tenter des expériences qui finalement ne te plaisent pas et que tu tentes plusieurs expériences et que ça te plaît toujours pas? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Ah, t'as peut-être ton micro coupé, Stéphanie, encore. Ou elle est peut-être plus avec nous, donc je vais poser la question à Maud, que je vois bouger, donc je sais que tu es avec nous. Ouais, Oui, je suis là. sur quelqu'un justement qui enchaîne les mauvaises expériences de boulot et qui finit peut-être par se dire mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que tu recommanderais toi à cette personne? Pour le coup, c'est un peu ce par quoi je suis passée aussi, même si j'ai eu que des expériences de stage. Mais j'en suis aussi venue à un point, et c'est un peu ce que je traverse en ce moment aussi, de me demander est-ce que finalement ce que j'ai fait, ça m'intéresse vraiment? Est-ce que je ne l'ai pas fait pour avoir une solution et pas, voilà, ou pour pas décevoir mes parents, me décevoir moi-même aussi? Mais dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de se renseigner à droite à gauche sur tout ce qui est possible de faire, parce qu'en fait, je pense que c'est Stéphanie et toi aussi, Claire, qui en parlait au début, mais on ne se rend pas suffisamment compte de toutes les possibilités, de toutes les alternatives qu'il y a, et même simplement pour se renseigner sur ce qu'on peut faire. Il y a même plein de mini-formations en plus, que ce soit via Pôle emploi ou en dehors, pour changer de voie, pour bifurquer, etc. Et d'essayer de faire le bilan aussi soi-même de ce qu'on veut, de se poser vraiment la question profondément, d'y passer peut-être une demi-journée. J'avais fait ça en avril, j'avais pris un rendez-vous avec l'APEC, qui sert à orienter et à trouver des emplois pour les cadres. Je m'étais inscrite là-bas, j'avais fait des entretiens et on avait vraiment essayé de dépatouiller un petit peu mon projet, vraiment de voir ce qui collait pas, ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi. Et si tu es dans ce même cas où tu te demandes si tes expériences pro en intérim ou autre, ou stage, alternance, vraiment te font plaisir, et c'est ça que tu as envie de faire pendant les 40 prochaines années, je te conseille d'essayer de détailler ça à la main avec du mind map, de noter tout ce qui te vient par la tête, et comme ça tu vas pouvoir un peu dépatouiller, parce que c'est sûr que quand on est resté dans cette idée-là que c'est ça ce qu'on fait et c'est pas autre chose, alors qu'en fait au fond de soi on a envie de faire autre chose, c'est un peu compliqué.
Tu as quelque chose à rajouter, toi, Lucie, par rapport à ça? Non, non, je suis plutôt d'accord avec, ce que vient de dire Maud, hein. C'est totalement ça. Il faut pas hésiter à peut-être brasser large pour Mmh. ensuite affiner un petit peu ses recherches, hein. Enfin, tant que c'est pas, un contrat, j'imagine sur plusieurs mois où là, ça devient quand même compliqué quand ça ne nous plaît pas. Mais si c'est, un certain enfin, une question de jours, je pense que ça peut être intéressant d'explorer, le plus possible de choses. Et moi, je rajouterais aussi que ce que tu fais, tu ne perds pas ton temps. Enfin, en gros, tu perds jamais ton temps. Justement, tu apprends que ça, c'est pas fait pour toi. Et comme le disait Maud, dresse une liste des pour et des contre. Qu'est-ce qui te plaît? Essaye de creuser un petit peu dans ce qui te plaît pas. Pourquoi? Parce que le boulot est physique, parce que l'environnement de travail ne te plaît pas. Parce que la taille de l'équipe ne te convient pas, parce que le projet, c'est pas dans tes valeurs. Creuse peut-être aussi un peu ce truc de valeur. Et puis j'imagine que ton agence d'intérim, tu peux aussi parler de ce truc-là, leur parler de ce truc-là. Peut-être qu'ils ont des conseils aussi à te donner et renseigne-toi effectivement auprès de Pôle emploi, auprès d'une mission locale. Tous ces services-là sont entièrement gratuits. Ils ne te factureront jamais la prise de rendez-vous, au contraire. Donc voilà, mais c'est intéressant en tout cas de ce que tu nous as dit. Effectivement, on va parler après rapidement des autres alternatives au-delà des services civiques et de la mission locale. Mais j'aimerais simplement terminer quand même la petite présentation du service civique avec toi Maud. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une typologie de personnes, un profil aussi type à qui tu recommanderais de faire un service civique ou une situation particulière ou pas du tout? Honnêtement, je pense que c'est enfin, pour le coup, maintenant que je suis passée par là, je me dis c'est un truc que tout le monde devrait pouvoir tenter, pas forcément sur 6 à 12 mois, mais peut-être 2-3 mois. Parce qu'en fait, ce qui ressort de cette expérience-là, c'est simplement le fait de se rendre utile. Et ça, tout le monde, à un moment dans sa vie, a besoin justement de ça, d'avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. Moi, je sais qu'avec des études en commerce et en marketing, des fois, ça peut paraître un peu enfin voilà, du travail de tête et puis on fait des trucs, tout le monde s'en fiche en fait, alors que là, clairement, tu es dans du quotidien, dans du travail au quotidien avec des enfants, des accompagnants, avec des enfants handicapés, avec des personnes de ta ville, etc. Et si tu as envie de vivre une expérience sociale, une expérience humaine, c'est pour moi le bon plan. Et ça, après, je ne sais pas forcément non plus si entre, par exemple, si tu es vraiment dans un doute qui te prend sur un choix d'études, si vraiment ça peut t'aider, parce que tous les métiers ne peuvent pas être représentés dans le service civique, puisque c'est pas dans des... Mais si ce qui t'intéresse peut-être, c'est l'éducation, le sport, l'humanitaire, tu peux avoir la communication, c'est quand même assez... Enfin, un beau peut t'intéresser, par exemple, pour faire une année sabbatique, pour... juste après le bac, te dire, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai donné de mon temps, j'ai fait de mes mains aussi quelque chose, et après, je peux reprendre des études classiques si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de profil type, parce qu'à la base, je ne pensais pas être le profil non plus adapté. Ah, et donc, qu'est-ce que tu en ressors justement de cette expérience-là? Tu nous disais que tu te posais des questions. C'est quoi le bilan? Le bilan, c'est que je suis un peu perdue encore, Hmm. parce que ça m'a ouvert les yeux sur l'éducation. Et comme je disais tout à l'heure, ça avait toujours été quelque chose qui était dans un coin de ma tête. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien partager, enseigner, mais sans avoir jamais fait aucune démarche pour ça, hein. J'ai été en licence LEA, donc c'est une licence langue étrangère appliquée. Il n'y a Ouais. pas de notion d'enseignement. J'ai fait un master commerce international, pas de notion d'enseignement. J'aurais pu m'inscrire en master MEF, je ne l'ai pas fait. J'ai jamais j'ai pas fait de babysitting, j'ai pas passé le BAFA, enfin j'ai pas fait toutes ces expériences-là qui font que j'aurais pu me dire à un moment, j'aurais pu avoir le déclic. Là maintenant, après donc 9 mois de service civique dans une école, je suis à deux doigts de me dire que si le marketing ne fonctionne pas, je vais peut-être m'inscrire
au concours de Ok, du CRPE à la rentrée. Donc voilà, mais c'est une bonne façon de se perdre, ouais. je trouve. J'ai vraiment beaucoup appris sur ça aussi. Et je me dis que voilà, c'est une autre carrière qui peut s'ouvrir à moi. Enfin, ça m'a ouvert plus de portes que ça en a fermé pour le coup. Ouais. Je me dis, voilà, même si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être dans 10 ans. Mais j'ai cette expérience du terrain que je trouve hyper enrichissante. Et même, au-delà du professionnel, personnellement, ça m'a appris beaucoup. Beaucoup de bienveillance, beaucoup tout simplement de positivité, de patience aussi, parce que quand on est face à un public d'enfants et qu'il faut leur répéter plusieurs fois la leçon pour qu'ils comprennent, expliquer les exercices, etc., c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas comme une équipe de marketing qui va être super speed. Donc, ouais, personnellement, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Mais écoute, Braki, j'espère que ça t'a donné quelques idées. En tout cas, renseigne-toi sur le service civique. Et oui, effectivement, elle va revenir, je l'entends. Elle revient, ne t'inquiète pas, Braki. Ça va le faire. Et justement, moi, je voulais parler d'une autre alternative. Alors, cette fois-ci, plus dans l'optique de découvrir un autre environnement. Peut-être que Lucie, tu connais, c'est le woofing. Ah oui, oui. Enfin, j'ai pas expérimenté personnellement le woofing, mais c'est une super alternative. C'est un super moyen de se mettre dans le bain, on va dire, sans prendre trop de risques. Est-ce que tu connais, toi, Maud, le woofing ou pas? Je pense que j'en ai déjà entendu parler, mais alors de là à expliquer vraiment ce que c'est, j'avoue que non. Je ne saurais pas. Donc, dans le chat, non, ce n'est pas faire woof ou ce n'est pas s'entraîner à imiter le chien. Le woofing, c'est un voyage. C'est un voyage que vous réalisez soit en France, soit à l'étranger. Ça consiste en fait à faire du bénévolat dans un lieu qui a souvent une dimension écologique. On appelle souvent ça des fermes biologiques. Ou un lieu en lien avec la nature, enfin voilà, là où vous pouvez un peu aussi vous retrouver vous-même. Bon, en tout cas, c'est là où on a besoin de mains. C'est là où les agriculteurs et les fermiers ont besoin de petites mains pour réaliser des travaux. Et donc, vous proposez vos services gratuitement en échange du logis et le plus souvent aussi du repas. Donc, le woofing, ça permet finalement de voyager. Ça peut le faire, donc, comme je vous disais, en France ou à l'étranger quand c'est possible. Ça vous permet de rencontrer des personnes, notamment les hôtes. C'est des personnes qui partagent une philosophie assez particulière. C'est une communauté, le woofing. On appelle d'ailleurs ceux qui pratiquent le woofing les woofers. Et vous contribuez à quelque chose, vous contribuez à un projet. Et donc, ça peut être une super alternative pour aussi découvrir autre chose. Donc, c'est souvent des métiers manuels. Voilà, vous découvrez un autre aspect de votre personnalité ou finalement vous dire que c'est vraiment pas fait pour nous. Stéphanie, je vois que tu es re-bienvenue parmi nous. C'est bon, on t'entend? Oui, Ouais. oui, c'est bon. Ok, cool. C'est bon, c'est bon. Est-ce que Voilà. Stéphanie, tu connais le woofing? Oui. Alors, je t'avoue que j'étais en train d'écouter ce que tu es en train de dire. Donc, Ouais. mais oui, oui. Bon, je suis désolée pour ce petit incident. Non, Je il n'y a pas de souci. sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas Bon. de problème. Et, Ouais. et donc, ouais, le woofing, pour vous en dire plus, vous travaillez de 4 à 6 heures par jour en fonction de la mission et de l'hôte qui va vous accueillir. Mais attention, ce n'est pas considéré comme du travail, c'est considéré comme des vacances solidaires actives. Donc, vous n'êtes pas rémunéré, je le précise bien, mais comme je vous le disais aussi, en échange de vos bons services, vous avez le logis, vous avez le couvert et vous avez donc le feu vert aussi pour, en dehors de vos heures de bénévolat, de possibilité d'explorer les horizons. Donc ça peut être vraiment grave cool. Pour vous renseigner, c'est woof.fr si jamais vous voulez vous renseigner là-dessus. C'est payant dans le sens où c'est une association en France qui gère ça, qui s'appelle Woof France. Et donc, vous payez simplement une cotisation de 25 € pour accéder au catalogue de possibilités et au catalogue de missions. Et vous pouvez partir à il y en a qui proposent des missions de quelques jours, comme de plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois. Donc voilà, vous pouvez partir en voyage initiatique de woofing
comme vous le souhaitez. Et à Lyon, ouais, c'est la petite info sympa que j'ai vue tout à l'heure. En octobre, il y aura le festival du Woof Fest. Et cette fois-ci, donc, vous pouvez découvrir le programme sur le site internet. Et la particularité, pardon, c'est que cette fois-ci, ce sont les citadins qui vont accueillir les fermiers et non pas l'inverse. Donc, je trouvais l'alternative sympa. Lucie, est-ce que tu y avais réfléchi, toi, à un moment donné, puisque tu voulais les mettre les mains dans la terre? Oui, 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 c'était envisageable. Je Ouais. pense que si j'avais pas eu l'opportunité de faire des stages, dans le cadre de ma réorientation avec la mission locale, je serais passée par le woofing. Ceci étant dit, aujourd'hui, je ne l'exclus pas D'accord. en particulier. Du coup, pourquoi pas, à l'avenir, rien que pour des vacances, Ouais. voyager et puis faire des choses ultra intéressantes, apprendre au contact d'autres personnes aussi, hein, c'est important. Ah, hyper important, hyper important. Et vous pouvez faire des rencontres qui peuvent déboucher sur plusieurs choses, que généralement, vous n'êtes pas le seul woofer dans la ferme, où il y a d'autres jeunes ou d'autres personnes moins jeunes, hein, comme tu dis. Il y en a qui prennent un break, des professionnels qui peuvent prendre un break et participer à du bénévolat et à devenir woofer. Donc, vous pouvez faire des rencontres peut-être assez sympas qui peuvent donner lieu à des opportunités. Ouais, carrément. En fait, c'est souvent important, je pense, c'est ce que tu disais aussi, Maud, de rencontrer des gens, en fait. Je pense que Lucie, tu es d'accord avec ça aussi. Oui, Finalement, d'être à la rencontre, d'être allée à la rencontre d'une mission locale, d'une conseillère. Toi, Maud, d'avoir rencontré des enseignants, des enfants, c'est des choses, je trouve, qui sont assez présentes dans vos expériences communes. Ce lien avec les autres, quoi, pour apprendre de l'autre aussi, c'est assez important quand on a l'impression d'être seul. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus ou qui avait ce sentiment-là aussi d'être seul dans cette situation, d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Peut-être Maud, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça. Oui, oui, si. Mais justement, j'ai trouvé ça chouette aussi de pouvoir parler avec des personnes qui ont vraiment une autre carrière, un autre milieu et qui du coup qui te voient toi de l'extérieur. Et c'est vrai que ça a vraiment été révélateur pour moi. Je me suis vraiment vue face à moi-même puisqu'on me posait des questions auxquelles je savais pas trop comment répondre, ou ça me posait vraiment question, alors que finalement, quand tu continues à discuter avec tes camarades de promo, tes enseignants ou ta famille qui te connaissent, qui savent par quoi tu es passé, c'est beaucoup plus compliqué de pointer ce qui peut potentiellement te faire basculer. Et c'est un enrichissement aussi de rencontrer plein d'autres personnes avec des milieux différents qui peut-être ont entendu parler d'autres choses ou qui connaissent quelqu'un qui fait ceci, qui peut-être peut t'aider voilà, dans cette voie-là. Enfin, c'est toujours du contact, c'est toujours bon à prendre. Tu es d'accord avec ça, Stéphanie? Oui, carrément. Je pense que justement, nous, sur le métier que l'on fait, au-delà de trouver des solutions ou d'apporter des réponses à des questions, il faut vraiment avoir cet esprit d'aide, de bienveillance, un regard attentif sur les personnes que l'on va accompagner. Et parfois, on n'est pas que sur de l'emploi et de la formation, sur un but final, mais on va aussi parfois révéler des choses un petit peu périphériques auxquelles la personne se sent seule. Et le fait de juste un mot, juste une phrase, la personne va se sentir en confiance avec nous, va un petit peu plus se laisser aller du coup à des projets où va réfléchir, où il y a une réflexion qui va venir et qui n'avait peut-être pas été fait en amont. Donc effectivement, le fait de rencontrer des personnes qui vous font aussi peut-être rencontrer d'autres personnes, notre réseau, tout ça c'est vraiment, je pense, bénéfique. Et puis on n'est pas seul, quoi. On est accompagné, on se dit, peut-être que dans mon entourage, les gens ne me comprennent pas. Mais là, par contre, en face de moi, j'ai des gens qui me comprennent. Je pense aussi, Lucie, quand elle a été en stage, elle a dû se dire waouh, mais il y a des parcours aussi incroyables par rapport aux personnes qu'elle a pu rencontrer. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est important.
Ouais, je suis d'accord. Bah, tu vois, Braki, même si tes expériences en intérim ne sont pas concluantes pour toi, c'est hyper important de ne pas être isolé, d'être toujours curieux, d'être ouvert aux autres. Vraiment, c'est que comme ça, en fait, que tu pourras saisir et déclencher cette opportunité qui, je suis sûre, un jour s'ouvrira à toi de savoir enfin ce que tu veux faire et quelle est ta voie. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives dont on n'a pas parlé? Stéphanie, le BAFA, est-ce que tu le recommandes ou pas? Alors, sur le BAFA, évidemment, on est sur une certification qui va permettre un emploi, mais qui risque peut-être parfois d'être un peu précaire. Si Ouais, on pense faire fortune, ou en tout cas pouvoir avoir un job constant, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Je pense que le BAFA, c'est un plus qu'il faut avoir si on veut être dans tout ce qui est animation, enfance. Après, c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé, mais tout va dépendre évidemment de l'orientation de la personne, du bien diplôme sûr. qu'elle a aussi à la base. Mais pour être dans des animations, il faut le BAFA de façon impérative. Après, est-ce que c'est le bon choix? Ça, il faut voir vraiment au cas par cas Ouais, je de suis la d'accord. situation de la personne. Voilà. Je suis Mais d'accord. tout ce qui va être, je pense, le BAFA au même titre que les CACES, que des modules complémentaires, il faut prendre, surtout si c'est financé. Hein, parfois, le BAFA peut être financé, il y a des aides. Ça peut être financé par une commune parce que vous allez travailler gratuitement pendant les vacances. Il y a des CACES qui peuvent être financés par des agences d'intérim pour lesquelles vous allez forcément travailler. Mais toutes ces choses-là que vous pouvez rajouter dans votre parcours, même si vous savez que vous n'allez pas travailler toute votre vie dans ce domaine-là, mais c'est des modules complémentaires que vous allez pouvoir valoriser sur votre CV et auprès des employeurs. Donc, tout ce qu'on peut prendre, moi je dis, il faut le prendre. Voilà. Même si on part sur autre chose comme voie professionnelle. Voilà. Ça, Je c'est suis mon avis d'accord. perso. Je suis d'accord. Je voulais parler du BAFA parce que c'est juste hyper d'actualité, hein. Pour rappel, ceux qui ne le savent pas, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, c'est ce qui vous permet d'encadrer des enfants et des adolescents, notamment en centre de vacances et de loisirs. C'est pourquoi j'en parle. Donc, en centre aéré, en colonie de vacances. Il faut avoir 17 ans minimum et un jour pour passer la formation qui se fait d'ailleurs assez rapidement. On vous a mis dans le chat le lien pour vous renseigner sur le BAFA. Ça peut vous permettre, voilà, comme l'a dit Stéphanie, de vous compléter votre CV et de vous occuper aussi quelque temps. Et c'est quelque chose de saisonnier, hein, le BAFA, voilà, c'est colonie de vacances, donc ça veut dire vacances. Mais voilà, encore une fois, ça peut vous faire une mini-expérience et puis ça peut vous offrir ouvrir des voies et des portes que vous ne soupçonnez même pas. On a bientôt terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Moi, j'aimerais vous poser une toute dernière question à toutes. On va commencer par toi, Lucie. Si tu avais un conseil à donner justement aux personnes qui se sentent perdues dans leur orientation, qu'est-ce que tu leur donnerais? Il faut croire en soi. Enfin, pour moi, mon plus grand obstacle, ça a toujours été, pendant ma réorientation, ça a souvent été moi-même. Et à partir du moment où j'ai décidé de croire en mes capacités, les choses se sont vraiment débloquées d'elles-mêmes. Parce qu'on se donne les moyens quand on croit en soi. Comment tu as fait pour croire en toi? Eh ben, on parlait du rapport qu'on avait avec les autres. Donc, bien sûr, il y a eu ma relation avec Stéphanie et une deuxième conseillère de la mission locale. Ouais. Mais il y a également eu les maraîchers chez qui j'ai fait mes stages, parce que je me suis rendu compte que finalement, on visait les mêmes buts et il y avait quelque chose de très fédérateur. Donc c'est un peu comme se regarder dans un miroir. Pourquoi eux, ils y arrivent avec la même volonté que moi? Et tout s'est débloqué par la prise de confiance, en fait. Juste acquérir un peu plus confiance en soi grâce aux autres aussi. Et pour toi, Maud, c'est quoi la clé? Alors, toi, tu es un peu dans ce cas-là aujourd'hui, tu es un peu perdu, mais c'est l'expérience que tu viens de vivre en service civique qui t'a un peu troublé, justement. Et donc, quel conseil tu pourrais te donner? Eh ben, je dirais surtout faire vraiment attention aux signaux d'alerte qui peuvent arriver au cours de tes études, que ce soit quand tu es collège, lycée ou même après. Ne
pas en fait éluder tout ce qui peut être petits signaux d'alerte, t'es pas très à l'aise dans ta formation, ça t'intéresse pas trop, tu le fais parce que derrière tu penses qu'il va y avoir un emploi ou parce que c'est la sécurité ou parce que on t'a poussé à le faire, etc. Parce que c'est pas que ce sera trop tard après, c'est jamais trop tard comme disait Stéphanie, mais si vraiment t'es pas à l'aise dans ce que tu fais, dans ce cas-là, c'est mieux de changer et du coup d'essayer de t'orienter autrement, de tester autre chose, de faire des petits trucs à droite, à gauche, des petites formations, des petits stages. Il y a tellement de possibilités que ce serait bête de te forcer à continuer à faire quelque chose qui te plaît pas ou t'es pas sûr que ça te plaise, mais de pouvoir t'orienter un petit peu aussi tout au long de ce parcours scolaire en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Sachez que de toute façon, aux yeux des employeurs, et ça c'est vrai pour tous les métiers, c'est l'expérience qui est le plus valorisée et pas le diplôme. Vous savez très bien, vous avez déjà entendu parler, mais ça existe vraiment, hein, des gens qui arrivent à Bac+5 et des Bac++. Je pense que Stéphanie en a déjà rencontré au cours de sa carrière et elle n'a pas fini. Des personnes qui n'arrivent pas au bout de leur chemin à trouver quelque chose derrière, quoi. Parce que crise sanitaire, toi tu l'as vécu Maud, parce que vous trouvez pas, parce que le marché est bouché à ce moment-là, ou parce que secrètement au fond de vous, vous donnez pas tous les moyens pour décrocher quelque chose, parce que c'est le truc que vous voulez pas faire finalement. Mais l'expérience, c'est ce qui va le plus être valorisé aux yeux des employeurs. Donc, ce sera de toute façon bien vu que vous ayez même une multitude de petites expériences. Au contraire, ça montre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et que je pense que c'est comme ça aussi que les employeurs changent aujourd'hui, à voir justement l'effort que vous y mettez pour justement trouver votre voie et tout le chemin et tous ces parcours atypiques justement dont on entend parler à fond la caisse, c'est justement ça. Des gens qui savent se remettre en question. C'est une valeur, enfin, c'est vraiment énorme aujourd'hui sur le marché du travail, mais même personnel. Toi, Stéphanie, le mot de la fin, ton conseil, pas les études, c'est quoi? Je ne t'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, donc j'ai entendu le mot de la fin. Ouais. Un conseil pour ceux qui sont paumés dans leur orientation et qui n'aiment pas les études, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Alors, moi déjà, le conseil, je rejoins un petit peu les filles. C'est vrai qu'il faut croire en vous. Et à un moment donné, il y a forcément quelqu'un sur votre parcours qui va vous aider. Ne restez pas chez vous, ne soyez pas isolés. Vous êtes perdu, c'est pas la peine de ruminer tout seul. Vous n'osez pas en parler à vos parents. On se moque de vous, peut-être parce que vous allez dire à vos copains ou votre copine, oh, moi je voudrais bien faire ça. Et puis ils diront, mais attends, t'as pas le niveau, t'as pas les compétences. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous. Allez vers des personnes bienveillantes, parlez-leur de votre projet et faites-vous accompagner. Nous, à la mission locale, c'est vrai que tous les jours, on a des jeunes qui sont perdus, qui ne savent plus, qui sont déçus aussi et qui vivent finalement leur diplôme par un échec, parce que même s'ils sont diplômés, ce n'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils ont d'autres envies, d'autres ambitions, mais ils n'osent pas le dire. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas inscrit à la mission locale, demander un rendez-vous pour faire un petit peu le point sur votre situation. Et puis, vous allez voir que de la formation, on va peut-être parler de votre vie perso, de vos attentes, de vos loisirs. On va peut-être vous proposer de vous mettre sur des groupes de culture. Du coup, vous allez rencontrer d'autres jeunes qui sont dans votre situation et vous allez vous dire, ah ben ouais, mais finalement, je ne suis pas tout seul. Et c'est pas parce que vos copains, vos potes, ils ont réussi là où vous, finalement, vous ne vous retrouvez pas. Vous n'êtes pas votre pote, vous n'êtes pas votre cousin, vous n'êtes pas vos parents, vous avez votre caractère, votre tempérament. Il faut simplement que vous tombiez sur la personne qui vous écoute. Donc maintenant, évidemment, je vais vous dire de venir à la mission locale, de nous rencontrer et puis de vous lâcher, de dire les choses. On est là pour ça. Voilà. Trop bien. Je rejoins complètement Stéphanie aussi. Si vous n'osez pas ou si vous êtes perdu, lâchez-vous dans notre communauté déjà chez Hello Charlie. Ouais. C'est très important cette dimension de bienveillance, effectivement. Sentez-vous libre de dire les choses. N'ayez pas peur. C'est tout à fait ça. Ayez confiance en vous. Ne restez pas seul. Et trouvez votre bonne étoile. Voilà, c'est un peu ce que Stéphanie dit et a été particulièrement pour Lucie. Merci en tout cas
à vous toutes pour le dernier live de la saison. Merci beaucoup à ceux qui ont participé au live aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Maude. On vous a mis le lien de sa chaîne dans le chat. Elle a fait des super vidéos justement sur son service civique. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos. Si vous êtes du côté de Metz, allez voir Stéphanie à la mission locale du pays Metz. Venez, regardez comme on est sympa, comme tout, vraiment, on aime beaucoup cette mission locale-là, donc si jamais vous êtes de ce coin-là, n'hésitez pas. Et puis, nous, on est toujours disponibles, hein, ça vous le savez, même si là, les lives, on n'en fera plus jusqu'à la dernière semaine d'août. On reprend les choses et vous allez voir, on vous a préparé plein de surprises, des concepts, des invités trop cool. Donc, merci beaucoup à tous ceux aussi qui se sont abonnés à notre chaîne pendant le live. Merci et puis on vous revoit très vite de toute façon sur Discord ou sur Instagram. Bref, venez et merci beaucoup encore à toutes.